Cela me serre le cœur de commencer cette conversation. Le médecin m'a dit la semaine dernière que mon temps était compté, plus court qu'une robe de cabaret. Cancer du pancréas, stade 4. Vous ne verrez pas l'été prochain, a-t-il murmuré, ce regard que les médecins posent quand il n'y a plus rien à faire. Mais avant de quitter ce monde, j'avais besoin de raconter mon histoire. Une histoire de douleur, de honte, mais aussi de résilience. Celle d'une petite fille abusée par son propre grand-père, qui a failli perdre le goût de vivre mais qui a su rebondir. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a tant de personnes traversant le même enfer, souffrant en silence, croyant qu'il n'y a aucune issue. Il y en a, mes chers, il y en a vraiment. Alors avant de continuer, je vous demande de commenter quelque chose pour me donner de la force dans ce moment difficile de ma modeste vie et d'aimer cette vidéo. Je vous aime tous. Je m'appelle Marie Leclerc, j'ai 75 ans, et ici, à Montmartre, tout le monde me connaît comme Madame Marie de la pharmacie. Non, je ne suis pas pharmacienne, je n'ai jamais fait d'études pour ça. J'ai été vendeuse toute ma vie. J'ai appris sur le tas à conseiller des médicaments pour les maux de tête, des tisanes pour les maux d'estomac, des pommades pour les blessures. Ironie du sort, maintenant même tous les médicaments du monde ne peuvent rien pour moi. Je suis née dans une maison simple du petit village de Souvignes, à environ 7 km de Moulins dans l'Allier. Une maison en pierre, sol en terre battue, toit laissant passer la lumière des étoiles les nuits sans nuages. J'y vivais avec ma mère, Sylvie, ma grand-mère Antoinette, qui ne quittait presque plus son lit à cause de ses jambes enflées, et mon grand-père Gérard, l'homme de la maison depuis que mon père était parti acheter des cigarettes et n'était jamais revenu. La vérité, c'est que mon père ne m'a jamais connue. Il a disparu en apprenant que ma mère était enceinte. Elle avait 15 ans, lui une vingtaine, et la responsabilité n'était pas son fort. Ma mère est retournée chez ses parents, tête basse, portant dans son ventre la honte d'avoir un enfant sans mari. Mon grand-père Gérard ne lui a jamais laissé oublier ce « péché ». C'était un homme grand, corpulent, aux sourcils épais qui se rejoignaient quand il se mettait en colère, ce qui arrivait presque tous les jours. Il travaillait à la distillerie, coupant la betterave du lever au coucher du soleil. Il rentrait à la maison, sentant la sueur âcre, la betterave brûlée et l'eau-de-vie bon marché. C'est toi qui as voulu t'offrir au premier venu. Maintenant, assume. Ma mère répétait presque tous les soirs, surtout quand la bouteille était à moitié vide, tu as amené ce fardeau au monde. C'est ta croix maintenant. J'ai grandi en entendant ça. J'ai grandi en sachant que j'étais un poids, une erreur, une croix. Ma mère ne lui a jamais répondu. Elle travaillait comme lavandière chez les propriétaires terriens, partait avant que le soleil ne se lève et revenait avec les mains rouges, les épaules lourdes de fatigue. Elle parlait peu, souriait encore moins. La vie lui avait ôté toute envie de réagir. Ma grand-mère Antoinette, elle, était plus douce quand mon grand-père n'était pas là. Elle me racontait des histoires, m'apprenait des chansons, me caressait les cheveux jusqu'à ce que je m'endorme. Mais dès qu'elle entendait ses pas s'approcher, elle m'envoyait dans la chambre, baissait la tête et restait silencieuse. L'homme de la maison doit être respecté, répétait-elle, comme si c'était une prière qu'on lui avait enseignée. C'est elle qui m'a appris à lire et à écrire en cachette de mon grand-père, murmurai-je parfois en pensant à elle. Une fille n'a pas besoin d'école, hurlait-il quand ma mère parlait de m'inscrire. Elle va apprendre des bêtises, tomber enceinte comme sa mère. Alors ma grand-mère m'enseignait les lettres et les chiffres avec des brindilles sur le sol de la cour, effaçant tout dès qu'il arrivait. Nous étions pauvres comme Job. Notre maison n'avait que 2 pièces. La salle qui servait aussi de cuisine, avec un poêle à bois dans un coin et une table bancale au milieu. Et une chambre où nous dormions tous ensemble, ma mère et moi sur une paillasse par terre, mes grands-parents sur un vieux lit de corde qui grinçait sous leur poids. Les toilettes ? Une cabane en paille au fond de la cour, avec un trou dans le sol qui puait l'été et débordait à la saison des pluies. Nous mangions ce que nous pouvions, des haricots et de la farine la plupart du temps, parfois un poisson quand un voisin en avait pêché trop et partageait, des bananes vertes cuites pour tromper la faim, de la viande seulement en occasion spéciale, ou quand mon grand-père, après une beuverie, ramenait par culpabilité un morceau de viande pour amadouer les femmes. La vie était dure, mais nous continuions d'avancer, tant bien que mal. Ma mère travaillait de plus en plus, prenant tous les ménages, le linge à laver, tout ce qui se présentait. J'aidais comme je pouvais depuis toute petite, apprenant à laver, repasser, cuisiner. Ma grand-mère s'affaiblissait chaque hiver. Ses jambes enflant davantage, sa respiration devenant plus difficile, jusqu'à ce qu'elle ne quitte presque plus son lit. Et mon grand-père,
Il a toujours été un homme difficile, criard, à la main lourde. Il frappait ma mère pour n'importe quoi, un repas mal préparé, du linge mal repassé, un regard qu'il interprétait comme un défi. J'ai grandi dans la peur de lui, me cachant quand j'entendais ses pas, tremblant dès que sa voix s'élevait. Mais tout a empiré quand j'ai eu 12 ans et que mon corps a commencé à changer. Soudain, son regard sur moi a changé. Ce n'était plus seulement de la colère ou de l'impatience. C'était autre chose. Quelque chose que je ne saurais expliquer. Quelque chose dans son regard me faisait me sentir sale rien qu'en le recevant. Il a commencé à faire des commentaires quand il passait près de moi. « Tu deviens une petite femme, hein ? Ou « Qui aurait cru que tu deviendrais aussi bien formée ?» Ma grand-mère s'en est aperçue. Un jour, elle m'a appelé près de son lit, a pris ma main dans ses doigts noueux et enflés et m'a dit tout bas : « Ne reste pas seule avec ton grand-père, ma petite. S'il arrive et que ta mère n'est pas là, va chez la commerçante Josette. Invente n'importe quelle excuse, mais ne reste pas ici. » À l'époque, je n'ai pas compris. Ou peut-être que je ne voulais pas comprendre. Mais j'ai commencé à être plus attentive, à éviter de rester seule à la maison quand ma mère n'y était pas. J'allais à l'école même sans matériel. Je restais là-bas pour aider la maîtresse à nettoyer la salle, juste pour ne pas rentrer tôt. Les week-ends, je me proposais pour aider les voisines, garder leurs enfants, balayer la cour, n'importe quoi qui me tiendrait éloignée de la maison. Mais un samedi d'octobre, je m'en souviens encore, le jour de Notre-Dame du Rosaire, il n'y avait pas moyen de fuir. Il pleuvait tellement que les rues s'étaient transformées en rivières de boue rouge. Ma mère était partie livrer du linge propre dans une ferme à 3 lieues de la maison mais ne reviendrait que le lendemain. Ma grand-mère allait pire que jamais, fiévreuse, entre conscience et délire. Je m'occupais d'elle comme je pouvais, un linge mouillé sur le front, un peu d'eau pour sa bouche desséchée, des prières murmurées doucement, toutes celles que je connaissais. Puis j'ai entendu la porte claquer. C'était mon grand-père, rentrant plus tôt que prévu de la distillerie, tout mouillé, l'odeur de l'eau-de-vie accrochée à lui. « Où est la nourriture ?» cria-t-il depuis la salle. « Je vais la préparer maintenant, grand-père » ai-je répondu en sortant de la chambre. Je m'occupais de grand-mère, sa fièvre ne baisse pas. Il m'a regardé d'une manière qui m'a figé sur place. « Ta grand-mère a déjà un pied dans la tombe. J'ai faim et j'ai froid. J'ai besoin de manger et de me réchauffer. » La façon dont il prononçait ces mots, la manière dont ses yeux parcouraient mon corps, un frisson m'a parcouru, rien à voir avec la pluie dehors. J'ai commencé à trembler, voulant fuir, mais pour aller où ? L'orage battait le toit, la boue envahissait tout dehors. « Je vais allumer le feu et préparer une soupe », ai-je dit en essayant de m'éloigner vers la cuisine. Il a saisi mon bras avec force. Le feu que je veux n'est pas celui qu'on allume dans le poêle. Ce qui s'est passé ensuite a été rapide, en même temps, éternel. Il m'a traîné dans la chambre, m'a jeté sur la paillasse où je dormais. Je me souviens de son poids m'étouffant, de l'odeur de betterave et de sueur me donnant la nausée, de la douleur qui semblait me déchirer en deux. J'ai crié, supplié, appelé ma mère, Dieu, n'importe qui pourrait me sauver de cet enfer. Et c'est alors que l'inattendu s'est produit. Ma grand-mère, cette femme à peine capable de se lever pour aller aux toilettes, était debout à la porte de la chambre. Je ne sais pas d'où elle a tiré cette force. Peut-être la fièvre lui avait-elle donné une énergie qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Elle tenait dans sa main le sein en bois de la salle, un Saint-Georges massif. « Sors de sur elle, démon !» Sa voix était faible, mais pleine d'une fureur que je n'avais jamais entendue auparavant. Mon grand-père riait, un rire cruel qui semblait se moquer de tout, et il continuait ses gestes comme si elle n'existait pas, comme si elle n'était qu'un insecte dérangeant. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Ma mère entra, trempée jusqu'aux os, la pluie ayant transformé le chemin en rivière infranchissable et la forçant à revenir. Elle resta immobile un instant, les yeux grands ouverts, fixant la scène avec une horreur muette. Les secondes qui suivirent allaient bouleverser nos vies à jamais. Ma mère, celle qui baissait toujours la tête, qui ne protestait jamais, laissa échapper un cri inhumain, chargé de 20 années d'humiliation, de peur et de soumission, avant de se jeter sur lui. Avant de continuer, je veux que vous laissiez dans les commentaires la ville d'où vous regardez cette vidéo. Savoir que ma voix atteint loin me réchauffe le cœur. Abonnez-vous aussi à la chaîne Mémoire de grand-mère, qui soutient des milliers de femmes à travers la France. Chaque like et chaque notification sont comme une étreinte pour cette vieille dame, et dans ma situation, elles valent de l'or. Vous vous souvenez où je me suis arrêtée ? Avec ma mère qui fonçait comme une lionne défendant son petit. Je n'oublierai jamais ce qui est arrivé ensuite.
Elle s'est jetée sur le dos de mon grand-père avec une force qui ne semblait pas venir de son corps frêle. Cette femme, qui passait ses journées à frotter du linge, enfonça ses ongles dans son cou, le faisant saigner. Il la lâcha aussitôt, jurant et tournant comme un taureau enragé, tentant de la désarmer. Je me suis traînée dans un coin, arrachant les morceaux de mes vêtements déchirés pour me couvrir, chaque centimètre de mon corps endolori. Je vis alors mon grand-père projeter ma mère contre le mur. Elle heurta le sol avec fracas, mais se releva aussitôt. Dans ses yeux brillait une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était plus de la peur, c'était une rage venue d'ailleurs. Ma grand-mère, toujours debout près de la porte avec le Saint-Georges en bois à la main, restait invisible à ses yeux. Il se retourna vers ma mère, la ceinture déjà levée. « Maintenant, tu vas voir ce qui arrive à une femme qui se mêle de ceux qui ne la regardent pas », semblait-il penser. Alors ma grand-mère, cette femme malade à peine capable de marcher, frappa le sommet de sa tête avec le Saint-Georges. Le choc résonna dans toute la pièce, un craquement sec comme une branche d'arbre qui se brise. Mon grand-père resta figé, incrédule, avant de s'effondrer sur le côté, renversant la table sur son passage. Un silence immense envahit la maison, interrompu seulement par le tambourin de la pluie sur le toit et nos respirations haletantes. Nous étions là, toutes les trois, moi, ma mère et ma grand-mère, à contempler le corps de mon grand-père étendu sur la terre battue, un filet de sang se mêlant à la poussière. « Est-ce qu'il est mort ?» murmurai-je, la voix à peine audible. « C'est tout ce que je pouvais espérer », souffla ma mère. Elle s'avança doucement, comme on approche d'un serpent qui pourrait feindre la mort, et posa sa main sur son cou, palpant son pouls. Puis elle se tourna vers nous, le visage partagé entre l'horreur et un étrange soulagement. Il respirait encore, mais à peine, fragile et affaibli. Ma grand-mère laissa tomber le Saint-Georges sur le sol. Ses jambes, déjà faibles, semblaient avoir perdu toute force. Elle glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir, épuisée. « S'il s'en remet, il nous tuera toutes les trois », dit-elle d'une voix plus assurée que je ne l'avais jamais entendue. « Sylvie, tu sais ce qu'il faut faire ?» demanda ma mère. Elles échangèrent un regard long comme une éternité, un regard chargé d'une compréhension silencieuse, une décision qui n'avait pas besoin de mots. Ma mère hocha la tête, inspira profondément et se tourna vers moi. « Va chez la commère Josette. Dis-lui que tu as eu peur de l'orage, que nous t'avons envoyé là-bas pour rester à l'abri. Ne raconte rien de ce qui s'est passé ici. Mais maman, et vous? Et grand-mère, que faites-vous? Moins tu en sauras, mieux ce sera. Pour tout le monde. Va, ma fille, fais-moi confiance. » Je jetai un regard à ma grand-mère, cherchant un signe de rester, mais elle me fit un petit hochement de tête, m'encourageant à obéir à ma mère. Je sortis en courant sous la pluie, indifférente à la boue et à l'eau qui me trempait jusqu'aux os. Je courais comme si le diable me poursuivait, et d'une certaine manière, il l'était. La commère Josette était notre voisine la plus proche, mais il me fallut tout de même marcher un bon moment avant d'arriver à sa porte. Je frappai, tremblante et trempée, le corps secoué par le froid, la peur et la douleur. « Miséricorde, petite, qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda Josette. Je racontai l'histoire que ma mère m'avait préparée, la peur de l'orage, la maison qui laissait passer l'eau par le toit, et le fait qu'elle m'avait envoyé là pour rester en sécurité. La commère Josette ne posa pas plus de questions. Elle m'offrit des vêtements secs appartenant à sa fille déjà mariée et partie, ainsi qu'un bouillon de légumes avec un peu de lard. Elle me guida vers une paillasse près du poêle à bois, où quelques braises encore chaudes réchauffaient l'air de la pièce. Je n'ai presque pas fermé l'œil cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revivais le poids de mon grand-père, son odeur, la douleur. Je revoyais le Saint-Georges frapper sa tête, le sang s'étalant sur le sol, et je me demandais ce que ma mère et ma grand-mère faisaient après mon départ, s'ils s'étaient réveillés, s'ils les avaient attaqués. Le lendemain, la pluie avait cessé. Un faible rayon de soleil perçait timidement à travers les nuages encore lourds. Je remerciai la commère Josette pour son accueil et repris le chemin de la maison. Mes jambes semblaient peser des tonnes. Chaque pas était un effort immense. Quand j'arrivai, je trouvai ma mère en train de balayer la cour comme si c'était un jour ordinaire. Son visage était calme, presque serein. Quand elle me vit, un petit sourire fatigué mais sincère illumina ses lèvres. « Bonjour ma fille, tu as bien dormi chez la commère Josette ?» demanda ma mère. Je regardais autour de moi, cherchant le moindre indice de ce qui s'était passé la veille. La cour était impeccable. À l'intérieur, le sol avait été lavé, la table renversée avait retrouvé sa place.
Il n'y avait aucun signe de lutte, ni de sang, ni de mon grand-père. Où est-il? Articulai-je, la gorge nouée, incapable de prononcer son nom. Ton grand-père est parti, répondit ma mère avec une fermeté définitive. Il ne reviendra plus. Sa manière de parler, tranchante et sans équivoque, me fit comprendre que je ne devais pas poser d'autres questions. Pas maintenant, pas ici. Je pénétrai dans la maison, prudente, étonnée de ce calme soudain. Ma grand-mère était étendue dans son lit comme toujours, les mains tremblantes serrant son chapelet. Quand elle me vit, elle me fit signe de m'approcher. Ma petite fille, murmura-t-elle, plus bas que d'habitude, plus jamais personne ne te fera de mal ici. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans son regard, qui me confirmait que c'était vrai. Où qu'il soit, mon grand-père ne reviendrait pas pour nous tourmenter. Nous devons parler, dit ma mère en nous rejoignant dans la chambre. Ce qui s'est passé hier doit rester derrière ces murs. Elle me fixa, déterminée. Pour tous, ton grand-père nous a quittés. Comme ton père avant lui, il est parti chercher une autre femme dans une autre ville. Tu comprends? Je hochai la tête. Et si quelqu'un demande pourquoi il n'a pas dit au revoir, pourquoi il n'a pas pris ses affaires? Continua ma grand-mère. Un homme qui décide de partir avec une autre femme laisse tout derrière lui. C'était simple, net et clos. Ce même après-midi, ma mère prit les quelques vêtements de mon grand-père et les jeta dans un feu qu'elle alluma dans la cour. C'est pour chasser le mauvais sort, dit-elle. Quand les flammes diminuèrent, elle lança une poignée de gros sur les braises, murmurant des mots que je ne compris pas. Un rituel pour refermer un chapitre, pour purifier la maison de sa présence. Les voisins posèrent bien sûr des questions à son sujet. Ma mère relatait l'histoire qu'elles avaient élaborée ensemble, avec tant de conviction que j'y croyais presque moi-même. Une fille de la distillerie, jeune et jolie, lui a tourné la tête, disait-elle en essuyant une larme invisible. Un homme, à un certain âge, croit encore en sa jeunesse, part à l'aventure et abandonne sa famille. Les voisins y croyaient facilement. Ce n'était ni la première ni la dernière fois qu'un homme laissait derrière lui sa famille de cette manière. Personne ne posait plus de questions, secouant simplement la tête et offrant leur aide si nous en avions besoin. Les jours passèrent. Et l'absence de mon grand-père, loin de nous manquer, apporta une paix que nous n'avions jamais connue auparavant. Il n'y avait plus de cris, ni de mains levées, ni de peur constante. La maison, petite et modeste, semblait soudain plus vaste, plus lumineuse, comme si une ombre avait été ôtée de chaque recoin. Pour la première fois, j'entendis ma mère chanter en frottant le linge. Je vis ma grand-mère sourire sans se cacher derrière ses mains. Quant à moi, les blessures du corps guérissaient peu à peu. Celles de l'âme, elles, mettraient beaucoup plus de temps. Je me réveillais souvent au milieu de la nuit en hurlant, sentant son poids sur moi. Je tremblais lorsque des hommes s'approchaient trop près. Je ne pouvais plus fréquenter les maisons des voisins où le mari était présent. N'importe quelle odeur de vie normale me rendait malade. Ma mère le remarqua. Un soir, après que nous eûmes terminé de nettoyer la cuisine, elle s'assit au bord du lit avec moi. « Ma fille, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé, » dit-elle doucement. « Je sais que c'est difficile, que ça fait mal de se souvenir, mais garder ça en toi va te ronger, lentement, comme des vers rongent le bois, jusqu'au jour où tout s'effondrera. » Cette nuit-là, pour la première fois, je pleurais vraiment pour ce qui s'était passé. Plus de larmes silencieuses de peur ou de honte, mais des sanglots puissants et désespérés qui semblaient venir de mes entrailles. Ma mère me serra fort contre elle, me laissant tremper son épaule, me permettant de libérer tout ce qui était coincé à l'intérieur. « Ce n'était pas ta faute », répétait-elle doucement, comme une prière. « Ce n'était pas ta faute. C'est lui le monstre, pas toi. » Après les pleurs vint une étrange accalmie, comme après l'orage, quand le ciel reste encore gris mais qu'un morceau de bleu perce enfin entre les nuages. « Qu'est-il arrivé à grand-père » demandai-je enfin, hésitante. Ma mère resta un instant silencieuse, les yeux fixés sur un point quelconque du mur. « Ton grand-père ne reviendra pas. » C'est tout ce qu'elle dit, sans chercher à nous faire souffrir, ni à expliquer ses actes. Et il valait mieux ne pas en savoir davantage. Des années plus tard, quand j'étais adulte, ma grand-mère me confia la vérité, une nuit où la fièvre la terrassait et où elle crut mourir. Après mon départ, elles avaient tenté de secourir mon grand-père, non par bonté, mais pour éviter d'être accusées de meurtre. Il ne réagissait pas. Elles passèrent la nuit à veiller son corps, priant, se demandant ce qu'elles devaient faire. À l'aube, lorsque la pluie s'était un peu calmée, ma mère sortit avec la brouette que nous utilisions pour transporter le bois.
Elle transporta le corps jusqu'à un passage profond de la rivière, encore gonflé par les pluies, et y attacha des pierres aux mains et aux pieds avec du fil de fer et de la corde. Elle récita un autre Notre Père, non pour son âme, mais pour que le courant l'emporte loin de nous. Le lendemain, elles nettoyèrent la maison, effaçant toute trace. La rivière continua de monter avec les pluies de la semaine. Lorsque son niveau baissa, il n'y avait aucun signe du corps. Le courant l'avait probablement emporté vers la mer ou enseveli dans la vase. Personne ne le chercha. À cette époque, dans la campagne, il n'était pas rare qu'un homme abandonne sa famille. Une disparition comme celle de mon grand-père ne surprenait personne. Si quelqu'un de la distillerie s'étonnait de son absence, personne n'osait venir frapper à notre porte. Nous avons vécu ainsi pendant presque un an, toutes les trois. La vie restait difficile, l'argent manquait, mais il y avait enfin la paix et le respect. Et parfois, il y avait même de petits instants de bonheur. Ma grand-mère me transmettait tout ce qu'elle savait. Des remèdes de plantes, des bénédictions, des prières anciennes que sa mère lui avait enseignées. Ma mère continuait à travailler dans les maisons des propriétaires terriens, mais désormais elle rentrait la tête haute, sans crainte. Je suis retournée à l'école. La maîtresse, Madame Eugénie, remarqua le changement en moi. Avant, j'étais joyeuse, bavarde. Après cette nuit-là, je suis devenue silencieuse, prudente, méfiante. Elle essaya de me parler, demanda si quelque chose s'était passé. Je n'ai rien dit. Ce secret devait rester aussi profondément enfoui que mon grand-père lui-même. Mais tout n'était pas simple. Les langues curieuses du voisinage commencèrent à se mettre à parler. Que c'était étrange que mon grand-père ait disparu sans prévenir personne. Que peut-être il n'était pas parti de son plein gré. Ma mère sentit bientôt les regards méfiants qui la suivaient lorsqu'elle allait à l'épicerie. Des questions à demi voilées sur la dernière fois que nous avions eu des nouvelles de lui. Alors ma mère prit une décision qui allait bouleverser nos vies. Nous partons d'ici, annonça-t-elle un soir après le dîner. Cette terre ne nous veut plus, et nous n'en avons plus besoin non plus. Pour aller où ? Demandai-je, terrorisée à l'idée de quitter le seul endroit que je connaissais. À Paris, dit-elle, les yeux brillants d'une détermination que je n'avais jamais vue. La capitale, un endroit immense où personne ne nous connaissait, où nous pourrions tout recommencer, sans que notre histoire nous pèse sur les épaules. Ma grand-mère, déjà très affaiblie, hocha simplement la tête. C'est mieux ainsi. Ici, les murs ont des oreilles et les oreilles de grandes bouches. Ainsi, un matin de mars 1964, je m'en souviens encore, juste au moment où les militaires prenaient le pouvoir dans le pays, nous avons rassemblé tout ce que nous possédions. Vêtements usés, casseroles, le matelas de ma grand-mère, l'image de Notre-Dame qu'elle avait reçue à son baptême, tout ce qui pouvait tenir dans une charrette. Un voisin plus généreux nous aida à la pousser jusqu'à la gare routière de la ville. Nous avons laissé derrière nous la maison en pierre, la cour où j'avais joué enfant, le vieux pommier, chargé de fruits dans le jardin. Et les voisins curieux, leurs questions sans réponse et leurs commérages malveillants. Nous avons laissé derrière nous la rivière qui avait emporté mon grand-père, emportant avec elle cette nuit d'horreur. À la gare routière, ma mère acheta 3 billets simples pour Paris. Quand le bus se mit en mouvement, je pressai mon visage contre la vitre poussiéreuse. Je regardais le village de souvenirs rapetisser peu à peu, les maisons se fondant dans la terre. Une pression étrange serra ma poitrine, un mélange de soulagement et d'inquiétude face à l'inconnu. « Ne regarde pas en arrière, ma fille », murmura ma mère en serrant ma main. « Ce qui est passé est derrière nous. À partir de maintenant, regarde seulement devant toi. » En franchissant la vieille porte rouillée qui délimitait le village, je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait. Je ne savais pas que la vie dans la capitale serait si différente, si dure, et pourtant pleine de possibilités que je n'aurais jamais imaginées. Je ne savais pas que ma grand-mère ne tiendrait que quelques mois dans ce nouvel environnement. Je ne savais pas que je laissais derrière moi non seulement un lieu, mais une partie de moi-même. La petite fille innocente qui était moi avait disparu cette nuit de pluie, laissant place à une autre, marquée par la douleur mais forgée par la survie. La seule certitude que j'avais alors, c'est que tout ce qui nous attendait serait mieux que ce que nous laissions derrière nous. Et cela suffisait pour me donner le courage de continuer le voyage. Arriver à Paris fut comme débarquer sur une autre planète. Moi qui n'avais jamais quitté Souvigny, je me retrouvais soudain dans une ville immense, avec ses immeubles, son bitume, le vacarme des voitures et la foule pressée. Mes yeux de petite fille de campagne ne pouvaient absorber autant de nouveautés d'un seul coup. La première semaine, nous avons logé dans une chambre bon marché à Belleville, près de la gare.
Un réduit sombre que nous partagions toutes les trois, entassés dans un même lit. Les toilettes étaient collectives, au bout du couloir, toujours avec une file d'attente. La nourriture venait de plats à emporter que ma mère ramenait du travail, qu'elle avait trouvé dès le 2e jour. Elle était devenue femme de ménage dans une maison bourgeoise du quartier des Bagnoles. Ma grand-mère souffrit beaucoup du déménagement. L'air humide de la ville, mêlé à la pollution et à la fumée des usines, agressait ses poumons fragiles. Elle toussait jour et nuit, incapable de trouver le sommeil. Les rhumatismes s'étaient réveillés, gonflant encore plus ses articulations déjà déformées. « Ne vous inquiétez pas pour moi », disait-elle quand elle voyait notre inquiétude. « J'ai vécu ce que j'avais à vivre. J'ai aidé à vous sortir de cet enfer. Maintenant, je peux me reposer en paix, même malade. C'est elle qui m'a appris à survivre dans la grande ville. Comment prendre le bus sans se faire avoir, reconnaître les individus dangereux qui traînaient au coin des rues, faire durer le peu d'argent que nous avions en achetant à la fin du marché, quand les prix baissaient. Pendant que ma mère travaillait, je m'occupais de ma grand-mère et je cherchais du travail. Ce ne fut pas facile. Je n'avais que 12 ans, aucune étude officielle, aucune expérience. Les portes se refermaient dès que l'on me voyait. Une petite fille maigre de la campagne, avec un accent prononcé et des vêtements rapiécés, n'inspirait pas confiance. 3 mois après notre arrivée, nous avons réussi à louer une petite baraque dans le bidonville de la Courneuve. Elle était modeste, mais elle était à nous. Pas de voisins derrière le mur, pas de fil pour les toilettes. Ma mère avait été promue dans la maison où elle travaillait, passant de femme de ménage à cuisinière, et elle gagnait un peu mieux sa vie. Elle ramenait parfois des restes de nourriture laissés par la patronne, et parfois même des vêtements usés qui me convenaient. C'est à cette époque que j'ai rencontré Madame Camille, notre voisine de droite. Une femme noire d'une 50aine d'années, veuve, qui vendait des crêpes au marché. Dès les premiers jours, elle arriva avec une assiette de riz au lait, comme pour nous souhaiter la bienvenue. Quand elle vit l'état de ma grand-mère, elle ne perdit pas une seconde. Cette dame a besoin d'une tisane de feuilles d'eucalyptus avec un peu de miel. Je vais la chercher chez moi. La tisane ne guérit pas ma grand-mère. À ce stade, rien ne pouvait la guérir. Mais elle apporta un peu de soulagement, un confort fragile. Madame Camille passa tous les jours, apportant des herbes, des prières et de l'affection. Elle était sage-femme à ses heures perdues, connaissait des remèdes pour presque tout. Ce que les médecins font avec un bistouri, moi je le fais avec mes mains et mes plantes, disait-elle fièrement. Quand je lui racontai brièvement ce qui s'était passé au village, sans entrer dans les détails sur mon grand-père ou son départ, elle serra ma main avec force. Une femme n'est pas née pour être le sac de frappe d'aucun homme. Ta mère et ta grand-mère ont fait ce qu'elles devaient faire. Maintenant, regarde devant et reconstruis, ajouta-t-elle. C'est elle qui m'a trouvé mon premier travail. Sa sœur tenait un étal de fruits au marché de Belleville et avait besoin d'aide. Le salaire était dérisoire, presque rien. Quelques pièces, de la nourriture et des fruits invendus que je ramenais à la maison. Mais c'était un début. Je me levais à 4 heures du matin, aidais à installer l'étal et passais la journée à crier. Regardez les bananes, regardez les pommes, c'est frais, c'est sucré. Je rentrais au crépuscule, les pieds enflés d'être resté debout si longtemps, mais avec quelques pièces en poche. Chaque centime allait dans une boîte de conserve vide que je cachais sous le matelas. L'argent d'une femme doit être caché, même des fourmis, enseignait Madame Camille. On ne sait jamais quand il faudra fuir ou se débrouiller seul. Ma grand-mère nous quitta un dimanche à l'aube, 6 mois après notre arrivée à Paris. Ce fut un sommeil paisible, sans douleur, une bénédiction après tant d'années de souffrance. Je me réveillai aux côtés de ma mère, sanglotant doucement sur la paillasse où reposait ma grand-mère. Elle n'eut besoin de dire aucun mot. Le visage serein de ma grand-mère, libéré des rides de douleur qui avaient marqué ses traits pendant des années, disait tout. Nous n'avions pas d'argent pour un cercueil, encore moins pour un enterrement. C'est Madame Camille qui prit tout en main. Elle rassembla les femmes de la communauté, lavandières, domestiques, prostituées, vendeuses, et chacune donna ce qu'elle pouvait. L'une connaissait un employé des pompes funèbres qui fit un tarif d'amis. Une autre avait un cousin fossoyeur et arrangea un coin au cimetière sans formalité. La plus éloignée apporta des fleurs de son jardin. La plus âgée récita le chapelet. Cet après-midi-là, voyant toutes ces femmes, pour la plupart inconnues, se rassembler pour nous soutenir, je compris quelque chose d'important. Il existe une force née de l'union des femmes, une puissance qui ne réside ni dans les muscles ni dans la violence, mais dans la solidarité et la compréhension silencieuse de celles qui ont traversé des douleurs similaires.
La mort de ma grand-mère laissa un vide immense, mais elle nous libéra aussi. Elle souffrait tellement que, d'une certaine manière, elle entretenait notre douleur avec elle. Après l'enterrement, c'était comme si un poids avait quitté nos épaules. Nous pouvions enfin penser à vivre, pas seulement à survivre. Ma mère décida qu'il était temps que je retourne à l'école. Ma fille ne passera pas sa vie à vendre des fruits au marché, dit-elle fermement. Elle va étudier, elle va devenir quelqu'un. Elle m'inscrivit dans une école publique près de chez nous. Je dus recommencer à zéro en CP, bien que j'ai déjà 14 ans. J'étais la plus âgée de la classe, la grande fille à peine à l'aise dans le petit pupitre. Les autres enfants se moquaient de mon accent, de mes vêtements rapiécés, de ma timidité. Mais je m'en fichais. J'étais simplement heureuse d'être là, d'avoir un nouveau cahier, des crayons colorés, des livres d'histoire. Le reste n'avait plus d'importance. Je passais mes matinées à étudier et mes après-midi au marché. Je rentrais épuisée, mais je trouvais encore la force de faire mes devoirs à la lumière d'une lampe à pétrole. Parfois, je m'endormais sur mon cahier. Ma mère me couvrait, éteignait la lampe et déposait un baiser sur mon front. La vie s'améliorait lentement. Ma mère obtint un emploi stable comme cuisinière dans un restaurant du centre. Son salaire augmenta et elle avait congé le dimanche. À l'école, je progressais rapidement, sautant des classes. Les professeurs disaient que j'avais soif d'apprendre, que j'absorbais tout comme une éponge. Mais tout n'était pas rose. Le traumatisme de cette nuit pluvieuse restait enfoui, prêt à surgir dès que je baissais ma garde. J'avais des cauchemars fréquents. Je ne pouvais pas rester seule avec des hommes, même inoffensifs, comme le boulanger du coin ou le chauffeur de bus. À l'école, je fuyais les garçons comme le diable fuit la croix. Si l'un s'approchait trop, je tremblais, avais la nausée, parfois même je m'évanouissais. La directrice appela ma mère, inquiète de mon comportement. « Votre fille est intelligente et appliquée, mais il y a quelque chose d'étrange. Elle semble avoir peur des hommes. » Ma mère, sans raconter la vérité, expliqua simplement que j'avais été traumatisée par la violence de mon grand-père. La directrice n'insista pas, mais recommanda que je parle avec la conseillère d'éducation, Madame Nicole. Madame Nicole était une femme d'une 50aine d'années, cheveux teints en acajou, attachés en chignon, lunettes épaisses posées au bout du nez. Au début, j'assistais à ses séances hebdomadaires à contre-cœur. Je m'asseyais sur la chaise dure en face de son bureau et restais silencieuse. « Tu n'es pas obligée de parler si tu ne veux pas, » disait-elle. « Tu peux juste rester ici, dessiner ou regarder par la fenêtre. » Peu à peu, je commençais à lui faire confiance. D'abord, je parlais de choses banales, l'école, le marché, le quartier, puis de mes regrets pour ma grand-mère. Puis, un jour, je racontais tout. Ce que mon grand-père avait fait, comment ma mère et ma grand-mère avaient réagi, comment il était parti, comment nous avions fui à Paris. Madame Nicole n'exprima ni horreur, ni dégoût, ni pitié. Elle écouta simplement, les yeux fixés sur les miens derrière ses épaisses lunettes. Quand j'eus terminé, épuisée et soulagée d'avoir retiré ce poids de mes épaules, elle prit mes mains dans les siennes. « Marie, ce qui t'est arrivé est terrible et rien n'effacera cela, » dit-elle. « Mais tu n'es pas seule. Tu ne l'as jamais été. Ta mère et ta grand-mère l'ont prouvé cette nuit-là. Et je suis ici pour te dire que tu peux avoir une vie pleine et heureuse, sans laisser ce monstre continuer à te détruire de l'intérieur. » Elle me prêta des livres, pas seulement ceux de l'école, mais des romans, des poésies, des histoires de femmes fortes qui avaient affronté les difficultés et vaincu. Elle me montra que le monde était bien plus vaste que le village de Souvigny, plus grand même que Paris, qu'il existait des possibilités que je n'aurais jamais imaginées. « Transforme cette douleur en force, » me disait-elle toujours. « Utilise-la pour construire, pas pour détruire. » À 16 ans, j'étais déjà au collège, ce que l'on appelle aujourd'hui le premier cycle du secondaire. J'avais quitté le marché et trouvé un emploi meilleur comme vendeuse dans une pharmacie du centre. Le propriétaire, Monsieur Alain, était un homme bon qui remarqua vite mon intérêt pour les médicaments, pour les formules simples. « Petite, tu as le don pour ça, » disait-il quand il me voyait lire les étiquettes pendant mes temps libres. « Tu apprends vite. » Il commença à m'enseigner les bases de la pharmacie, organiser les médicaments, reconnaître les génériques, guider les clients sur les dosages simples. Peu à peu, je gagnais confiance. Je n'étais plus la petite fille effrayée qui tremblait quand un homme entrait dans la boutique. J'étais devenue une professionnelle sérieuse, compétente, sûre de moi. C'est à cette époque que je rencontrai Madame Zazie, une cliente régulière,
Une dame élégante d'une 60aine d'années qui venait toujours chercher des médicaments pour la tension et des vitamines. Un jour, elle me vit étudier au comptoir pendant un moment de calme. « Qu'est-ce que tu lis avec autant de concentration, ma jeune fille » demanda-t-elle. « Un livre de sciences, madame. J'étudie pour l'examen d'admission au lycée. » Elle feuilleta le livre, me le rendit avec un sourire. « Tu aimes étudier, n'est-ce pas ? Je le vois dans tes yeux. »« Oui, madame. Je veux devenir infirmière un jour. » Elle me regarda un moment comme pour m'évaluer. « J'ai été professeur toute ma vie. Maintenant, je suis à la retraite avec trop de temps libre. Si tu veux, je peux t'aider avec tes études, sans rien te facturer. » « Bien sûr, ce serait un plaisir d'avoir une élève si motivée, » répondis-je. Ainsi commencèrent nos cours particuliers. 3 fois par semaine, après la fermeture de la pharmacie, j'allais à l'appartement de Madame Zazie dans le quartier de Montmartre. C'était un bel endroit, rempli de livres du sol au plafond, avec l'odeur du café frais et des biscuits au beurre. Elle m'enseignait les mathématiques, le français, les sciences, tout ce dont j'avais besoin pour passer les examens et entrer au lycée. Mais plus que cela, elle m'apprit à croire en moi, à ne pas me voir comme une victime, mais comme une survivante. Elle me montra que ce qui m'était arrivé ne me définissait pas, c'était juste un chapitre terrible d'une histoire que j'étais encore en train d'écrire. « Choisis comment ton histoire va continuer, » disait-elle. « Le passé est déjà écrit, il ne peut pas être changé. Mais le futur est vierge. Attends que tu prennes la plume. » En 1969, à 17 ans, je réussis l'examen d'admission du lycée Henri Livet, le meilleur lycée public de Paris. Ma mère pleura en recevant la nouvelle. Elle acheta un petit gâteau pour célébrer, un luxe rare dans notre maison, et invita Madame Camille, Madame Zazie et Monsieur Alain, les personnes qui nous avaient tant aidés. « Ma fille va être quelqu'un dans la vie », répétait ma mère fièrement, les yeux brillants de larmes contenues. « Elle sera infirmière, elle prendra soin des autres, elle aura le respect que nous n'avons jamais eu. » Cette nuit-là, allongée sur la paillasse qui nous servait encore de lit, je regardais ma mère déjà endormie de l'autre côté de la chambre. Son visage, même dans le sommeil, gardait cette expression déterminée, cette force tranquille qui nous avait sauvés, elle et moi, cette nuit d'orage. Je pensais à ma grand-mère qui, même malade, même faible, avait trouvé la force de se lever pour défendre sa petite fille. Je pensais à Madame Camille, Madame Zazie, Madame Nicole, des femmes qui avaient tendu la main quand j'en avais le plus besoin, sans rien demander en retour. C'est cette nuit-là que j'ai compris. La vraie force n'est pas dans les muscles, ni dans les armes, ni dans la violence. Elle est dans la capacité à se relever après chaque chute, à tendre la main à ceux qui en ont besoin, à transformer la douleur en action, le traumatisme en but. Le chemin serait encore long et difficile. Il y aurait d'autres obstacles, d'autres moments de doute, d'autres cicatrices à guérir. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis que nous avions quitté le village de Souvigny, j'ai senti que j'avais une direction claire, un but qui allait au-delà de simplement survivre. J'allais devenir une guérisseuse. Non pas avec des herbes comme Madame Camille, ni avec des livres comme Madame Zazie, mais quelqu'un qui comprenait la douleur des autres parce qu'elle connaissait trop bien la sienne. Quelqu'un qui pourrait aider d'autres filles ayant traversé l'enfer que j'avais connu. Le futur était vierge, attendant que je prenne la plume, et j'étais prête à commencer à écrire. Le lycée Henri Livet fut mon plus grand défi jusqu'alors. Lorsque je posai les pieds dans ces immenses couloirs au sol de marbre et aux murs couverts de portraits d'anciens élèves illustres, je sentis que je n'appartenais pas à cet endroit. La majorité des élèves venaient de familles de classe moyenne, avec des parents médecins, avocats, professeurs. Moi, j'étais la fille de la cuisinière, habitante d'un bidonville, travaillant dans une pharmacie pour aider à la maison. Les premiers jours, je m'asseyais toujours au fond de la classe, essayant de me rendre invisible. Je n'ouvrais pas la bouche, même quand je connaissais la réponse. Mon accent de campagne me trahissait et j'avais peur d'être moquée. Je restais seule dans le coin le plus éloigné de la cour avec le repas froid que ma mère préparait avant l'aube avant de partir au travail. Ce fut le professeur de biologie, le docteur Antoine, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et à la voix calme, qui remarqua mon potentiel. Sa présence me rappelait mon grand-père, pas le monstre, mais le père de ma mère que j'avais à peine connu. En me tendant ma copie, celle où j'avais obtenu la note maximale, il s'arrêta devant mon pupitre. « Marie, vous avez un don incroyable pour les sciences, dit-il. Vous ne devriez pas rester cachée au fond de la classe. » Le lendemain, il me prêta un livre. Introduction à l'anatomie humaine. Je l'ai lu avec avidité, comme si c'était un roman captivant.
Pour la première fois, j'ai compris comment ce mécanisme complexe qu'est le corps humain fonctionnait. Le système nerveux me fascinait particulièrement. Comment des impulsions électriques pouvaient engendrer pensées, émotions, souvenirs? Peut-être cherchais-je à comprendre ce qui se passait dans mon propre esprit après le traumatisme. Pourquoi je me réveillais en sueur au milieu de la nuit? Pourquoi mon corps se crispait lorsque des hommes s'approchaient trop près? Avec l'encouragement du docteur Antoine, j'ai commencé à m'impliquer davantage en classe. Petit à petit, ma confiance a grandi. Dès la 2e année, je ne m'asseyais plus au fond de la salle. Je posais des questions, je répondais aux interrogations, parfois je me levais même pour résoudre des équations au tableau. Tout n'était pas simple. Certains camarades se moquaient de mes origines modestes, de ma voix timide, de mes vêtements usés. Un groupe de filles fortunées semblait particulièrement prendre plaisir à me rabaisser dans les couloirs. « Regardez la paysanne de la pharmacie », lançait-elle en riant. « Tu vas nous concocter une tisane de camomille campagnarde ?» Au début, je baissais la tête et continuais mon chemin, ravalant mes larmes. Mais un jour, lasse de me laisser écraser, je me suis arrêtée en plein couloir et affronté la chef du groupe, Patricia, fille d'un médecin réputé. « Tu sais quelle est la différence entre toi et moi, Patricia ? Toi, tu es née avec tout servi sur un plateau. Moi, je dois me battre pour chaque miette. Alors oui, je travaille dans une pharmacie avec fierté, et je continuerai à m'élever, pendant que toi, tu resteras la fille à papa. » Le couloir est devenu silencieux. Patricia, rouge de colère ou de honte, je ne saurais dire, tourna les talons et partit. À partir de ce jour, elles ne m'ont plus embêtée. Nous ne sommes pas devenus amis, bien sûr, mais j'avais gagné un respect tacite. J'ai terminé ma première année au lycée avec les meilleures notes de la classe. Monsieur Alain, voyant mon intérêt croissant pour la pharmacie, a commencé à m'enseigner des techniques plus élaborées, préparer des pommades, des sirops pour la toux, des teintures à base de plantes. Je mêlais les connaissances scientifiques du lycée à la sagesse populaire héritée de ma grand-mère et transmise par Madame Camille. Bientôt, les clients venaient me demander conseil spécifiquement, témoignant de leur confiance. Ma mère rayonnait de fierté pour mes progrès. Elle avait été promue chef de cuisine au restaurant et gagnait mieux sa vie. Elle n'avait plus accumulé autant d'heures supplémentaires. Nous avons pu quitter la Courneuve pour un quartier plus agréable, à Belleville. C'était une petite chambre avec un salon, mais elle disposait d'une salle de bain, un luxe que nous n'avions jamais connu. Et la proximité du centre facilitait nos déplacements pour le travail et l'école. C'est à cette période que j'ai rencontré Charles. Étudiant en 3e année de médecine, il venait souvent à la pharmacie acheter du matériel pour ses cours pratiques, alcool, gaz, médicaments de base. Au début, j'avais du mal à soutenir son regard. Même après des années, la peur des hommes jeunes restait présente, surtout ceux qui manifestaient le moindre intérêt pour moi. Charles, cependant, était différent. Éduqué, respectueux, toujours attentif à garder ses distances, il ne faisait jamais de remarques déplacées. Lorsqu'il s'aperçut de mon intérêt pour la médecine, il commença à me prêter des ouvrages qu'il avait déjà utilisés. « Tu comprends ça mieux que beaucoup de mes camarades à l'université ?» me dit-il un jour après m'avoir entendu expliquer à un client âgé la manière correcte de prendre ses médicaments. Peu à peu, une amitié prudente s'installa entre nous. Nous parlions de traitements, de maladies, de médicaments. Il me racontait des anecdotes intéressantes tirées de ses stages à l'hôpital universitaire. De mon côté, je partageais les connaissances que j'avais glanées avec ma grand-mère et Madame Camille. Ma mère, toujours sur ses gardes vis-à-vis des hommes s'approchant de moi, voulut le rencontrer. Elle l'invita à prendre un café chez nous un dimanche. Elle prépara un gâteau au citron, étala la nappe brodée héritée de son ancienne patronne et surveilla chacun de ses gestes. « Je l'aime bien », dit-elle après le départ de Charles. Il a du respect dans le regard. Venant de ma mère, qui avait appris à se méfier des hommes de la façon la plus dure qui soit, c'était le plus beau compliment imaginable. En 1972, j'ai terminé le lycée. La remise des diplômes fut un moment de fierté intense. Moi, fille de cuisinière sans père, venue de la campagne, recevant un diplôme d'honneur comme meilleure élève de la classe. Dans la salle, ma mère pleurait silencieusement, trop fière pour applaudir. À ses côtés, Madame Zazie, Madame Camille, Monsieur Alain et, à ma surprise, Charles, qui avait tenu à apporter des fleurs. Le rêve d'entrer à la faculté de médecine semblait encore trop lointain. Les frais étaient élevés, même les formations publiques difficiles à intégrer, et je devais continuer à travailler.
Mais une autre option se présenta. La formation technique d'infirmière à l'hôpital universitaire ne nécessitait que le baccalauréat et proposait des cours du soir, me permettant de garder mon emploi à la pharmacie pendant la journée. Je réussis l'examen du premier coup. Lorsque les cours commencèrent en mars, j'avais déjà 21 ans, bien plus âgé que la plupart de mes camarades, la majorité sortant à peine du lycée. Grâce à mon expérience à la pharmacie, j'avais aussi acquis un certain avantage pratique. La formation était exigeante. Cours théoriques le soir, stage le week-end. Je dormais peu, étudiais dans le bus, pendant les pauses au travail, saisissant chaque instant pour apprendre. Mais cela ne me pesait pas. Chaque nouvelle connaissance me rapprochait de mon rêve, devenir infirmière et aider les personnes qui souffraient. En deuxième année, je débutais mes stages en gynécologie et obstétrique. C'est là que je découvris ma véritable vocation. Prendre soin des femmes, surtout des plus vulnérables, me donnait un objectif bien au-delà de la simple profession. Chaque adolescente enceinte que j'accompagnais, chaque femme victime de violences que je consolais, représentait un fragment de la petite fille que j'avais été, celle qui avait tant besoin d'aide sans jamais la recevoir. Un cas en particulier me marqua profondément. Une jeune fille de 14 ans, enceinte de 7 mois, arriva à l'hôpital avec des blessures visibles. Son mari, un homme d'une quarantaine d'années, l'avait achetée à son père contre une mobilette et un sac de farine dans notre campagne. Quand elle avait tenté de fuir, il l'avait battue presque à mort. La médecin de garde, Dr Thérèse, une femme de caractère avec une langue bien trempée, fut outrée en voyant la jeune fille. Elle chassa le mari à grands cris, menaça d'appeler la police et fit tout son possible pour protéger sa patiente. J'admirais son courage et sa détermination à défendre cet enfant. Après l'avoir stabilisé la jeune fille et l'avoir admise en observation, Dr Thérèse m'invita dans son bureau. « Tu as un don, Marie » me dit-elle en me regardant. « J'ai vu comment tu as pris soin de cette fille, comment tu as su la calmer alors que personne d'autre n'y arrivait. »« Je n'ai fait que mon travail, » répondis-je modestement. « Non, tu as fait bien plus. Il y a en toi une véritable empathie, quelque chose qui ne s'enseigne dans aucune faculté. » C'est elle qui m'encouragea à me tourner vers la prise en charge des femmes victimes de violences. À l'époque, il n'existait même pas de formation spécialisée pour cela, mais elle me guida, me prêta des livres et me permit d'accompagner des cas délicats à l'hôpital. En 1975, j'ai terminé ma formation technique, encore une fois avec mention. J'avais 20 ans et une proposition d'emploi à l'hôpital universitaire, dans le service de gynécologie obstétrique. Le salaire n'était pas élevé, mais le contrat incluait sécurité et stabilité. Ma mère et moi avons enfin pu réaliser un rêve, acheter notre propre maison, petite mais à nous, dans le quartier de la Chapelle. 2 chambres, un salon, une cuisine, et une petite cour où ma mère plantait des herbes et des épices, rappel du village que nous avions quitté. Charles acheva également ses études cette année-là. Il entrait en internat, dernière étape avant de devenir médecin à part entière. Notre amitié se renforçait. Il venait dîner souvent, apportait des livres, et nous discutions de cas difficiles et des défis de notre profession. Un soir, après l'un de ces dîners, alors que je l'accompagnais jusqu'au portail, il prit ma main. C'était notre premier contact au-delà d'une poignée de main formelle. Je voulus retirer ma main instinctivement, la peur ancrée depuis des années, mais je restai. « Puis-je te poser une question, Marie ?» murmura-t-il dans la nuit douce de Paris. « Bien sûr, » répondis-je, « pourquoi ne me laisses-tu jamais t'approcher ? Je ne parle pas seulement de physique, » expliqua-t-il. « Tu gardes toujours une distance, une barrière que je n'arrive pas à franchir. » Mon cœur s'accéléra. En 5 ans d'amitié, je ne lui avais jamais parlé de Souvigny, de mon grand-père, de la nuit de pluie, du traumatisme que je portais encore. « C'est une très longue histoire, » murmurai-je en détournant le regard. « J'ai tout le temps, » dit-il. Assis sur le petit muret devant ma maison, sous un ciel étoilé de décembre, je lui racontai tout. Pour la 2e fois de ma vie, la première avait été avec Madame Nicole, j'ouvris cette boîte verrouillée à cette clé en moi. Je parlais de l'abus, de la réaction de ma mère et de ma grand-mère, de notre fuite vers Paris, des cicatrices invisibles que je portais encore. Lorsque je finis, j'étais épuisée comme après un marathon. Je n'osais pas le regarder, craignant ce que ses yeux pourraient refléter, dégoût, pitié, déception. Charles resta silencieux un long moment, avant de reprendre doucement ma main. « Merci de me faire confiance, » dit-il simplement. « Je ne ferai jamais rien pour te blesser. Je ne franchirai jamais les limites que tu ne veux pas dépasser. »
Je veux juste être à tes côtés, à ton rythme, comme tu en as besoin. Cette nuit-là, quelque chose se brisa en moi. Pas d'une manière douloureuse, mais comme une digue qui cède, libérant des eaux longtemps retenues. Je pleurais comme je ne l'avais pas fait depuis la mort de ma grand-mère. Je pleurais pour la petite fille que j'avais été, pour l'innocence perdue, pour le temps volé. Charles resta simplement là, tenant ma main, respectant mon espace et mon rythme, comprenant que pour quelqu'un avec mon traumatisme, même une étreinte bien intentionnée pouvait être une intrusion. À partir de cette nuit-là, notre relation changea profondément. Notre relation ne se transforma pas immédiatement en histoire d'amour. Je n'étais pas prête, mais la barrière qui m'enfermait commença enfin à tomber. Je n'avais plus à faire semblant d'être invincible. Je n'avais plus à cacher mes cicatrices. Pour la première fois, j'étais avec quelqu'un qui savait tout de moi et continuait à me regarder avec respect, voire admiration. Le temps passa. Je travaillais à l'hôpital. Charles termina sa formation et commença sa résidence en pédiatrie. Nous nous voyions quand nos emplois du temps le permettaient. Parfois, nous partagions un repas à la cafétéria, épuisés après de longues gardes. D'autres fois, nous profitions des rares jours de repos pour nous promener le long des quais. Le processus fut lent, semé de hauts et de bas. Certains jours, je pouvais tenir sa main sans trembler. D'autres, la simple idée de l'intimité me plongeait dans la panique. Charles ne me pressait jamais, ne réclamait rien, respectait toujours mon rythme. En 1977, après presque 10 ans de cette amitié qui avait dépassé la simple camaraderie sans encore porter de nom, il me demanda officiellement de devenir sa petite amie. Il avait achevé sa résidence et était engagé comme pédiatre dans le même hôpital où je travaillais. Il apporta des marguerites, mes fleurs préférées, et nous emmena dîner dans un petit restaurant charmant au bord de la Seine. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, dit-il calmement. Je sais que c'est un pas difficile pour toi. Réfléchis tranquillement. Je n'eus même pas besoin de réfléchir. Pour la première fois de ma vie, j'avais une certitude absolue à propos d'un homme. Oui, répondis-je, surprenant même Charles par la rapidité de ma réponse. Mais tu devras être patient avec moi. Très patient. Il sourit de cette façon tranquille qui lui était propre. La patience ne me manque pas, Marie. J'ai attendu presque 5 ans juste pour pouvoir tenir ta main sans que tu trembles. Je peux attendre le temps qu'il faudra pour le reste. Notre relation amoureuse devint un véritable chemin de guérison pour moi. Chaque petit geste d'affection, un baiser sur le front, nos doigts entrelacés, une étreinte brève représentait une victoire sur le traumatisme. Chaque barrière que je parvenais à abattre n'était pas un compromis fait pour lui, mais une libération conquise pour moi-même. Ma mère, toujours protectrice, mit du temps à accepter pleinement cette relation. Ce n'était pas par manque de confiance envers Charles, qu'elle appréciait depuis le début. C'était la peur de me voir blessée à nouveau, de me voir revivre mon passé traumatique. L'homme est une créature fragile, ma fille, me répétait-elle quand nous étions seuls. Il semble docile, mais peut changer à tout moment. Ton grand-père aussi n'a pas toujours été ce monstre. Au début, il était même affectueux avec ta grand-mère, d'après ce qu'elle me racontait. Charles est différent, maman, lui répondis-je en posant la main sur mon cœur. Et s'il ne l'est pas, c'est toi qui m'as appris à tenir bon. Je ne suis plus cette fillette tremblante de Souvigny. En 1978, après 1 an à se connaître, nous avons décidé de nous fiancer. La cérémonie resta simple, chez nous, entourée seulement de nos amis les plus chers. Madame Camille, déjà bien âgée, mais toujours capable de préparer les meilleures crêpes de la ville. Madame Zazie, qui était devenue pour moi presque une seconde mère. Monsieur Alain, qui avait exceptionnellement fermé la pharmacie pour l'occasion. Charles m'offrit une bague modeste, ce que son salaire récent de jeune médecin lui permettait. Pour moi, cette bague valait plus que tous les diamants du monde. Elle symbolisait non seulement notre engagement, mais aussi ma victoire personnelle sur le passé. La même année, j'ai pu accomplir un autre rêve, intégrer la faculté d'infirmière. L'hôpital proposait des bourses pour les employés prometteurs, et le docteur Thérèse avait tenu à me recommander. Mes journées étaient intenses, cours le matin, travail l'après-midi, études le soir. Chaque nouvelle compétence acquise me donnait davantage d'outils pour aider d'autres femmes blessées comme j'avais été. Tout semblait enfin se mettre en place. J'avais un travail que j'aimais, des études enrichissantes, un fiancé merveilleux, une maison modeste mais chaleureuse, et une mère en bonne santé, fière de mes progrès. Les blessures du passé étaient toujours présentes, des cicatrices indélébiles, mais elles ne saignaient plus à chaque contact.
Elle ne définissait plus qui j'étais ni ce que je pouvais devenir. Pourtant, le destin, ce romancier imprévisible, avait encore des surprises en réserve. Ce qui arriva en février 1979 allait bouleverser une nouvelle fois ma vie, mettant à l'épreuve tout ce que j'avais appris sur la force, la guérison et le dépassement de soi. Février 1979 commença comme n'importe quel hiver parisien, froid glacial, soleil timide, rue grisâtre et silencieuse. J'étais au second semestre de la faculté, jonglant entre les cours, le travail à l'hôpital et les préparatifs du mariage prévu en décembre. Fatiguée, mais plus heureuse que jamais. C'était un mardi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je rentrais après une garde éprouvante en obstétrique, 3 accouchements compliqués dans la nuit. En arrivant, je trouvai ma mère assise sur la véranda, immobile, un papier froissé dans la main. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. « Maman, que se passe-t-il » Elle leva les yeux vers moi comme si elle me découvrait pour la première fois. Ses yeux étaient rouges, fatigués de tant de larmes. « Une lettre » murmura-t-elle en serrant le papier. Vimy, expliqua-t-elle, était la ville la plus proche de Souvigny, notre village que nous avions quitté 15 ans plus tôt. Nous n'avions plus jamais eu de nouvelles de ce lieu, et nous n'avions jamais cherché à en obtenir. C'était un chapitre fermé, une page définitivement tournée que nous préférions ne pas rouvrir. Je pris la lettre d'une main qui tremblait. Elle venait de Josette, cette voisine qui m'avait accueillie la nuit de l'orage. Elle expliquait avoir retrouvé notre adresse grâce à un neveu travaillant à la poste à Paris. Le contenu de la lettre me glaça le sang. Mon grand-père était vivant. « Ce n'est pas possible », murmurai-je en laissant tomber le papier. « Maman, tu avais dit que la rivière… » « Je sais », répondit ma mère, la voix tremblante. « Les pierres, le courant. Personne ne pouvait survivre à ça, mais il a survécu. » Selon la lettre, des pêcheurs l'avaient retrouvé en aval, presque mort. Transporté à l'hôpital de Reims, il avait passé des mois entre la vie et la mort. Le traumatisme crânien avait laissé des séquelles permanentes, perte de mémoire, difficulté à parler, paralysie du côté droit. Il revient, continua ma mère, la peur évidente dans chaque mot. Josette racontait qu'il avait engagé quelqu'un pour nous retrouver, qu'il répétait sans cesse mon nom et le tien, qu'il voulait régler ses comptes. Le monde sembla s'effondrer autour de moi. 15 ans de reconstruction, de guérison, de nouvelle vie, balayés par un fantôme du passé, prêt à nous menacer à nouveau. Il ne peut rien faire, tentai-je de dire, mais mes mots sonnaient creux. Il est vieux, malade, et s'il se présente, on pourra le dénoncer. Maintenant, nous ne sommes plus seuls, coincés dans un village isolé. Tu ne comprends pas, dit-elle en secouant la tête. Ce n'est pas seulement ce qu'il peut faire, mais ce qu'il pourrait révéler sur cette nuit-là. Je compris sa peur. Même en légitime défense, même en protégeant sa fille, elle aurait du mal à expliquer ce qui s'était passé après. Le corps dans la rivière, notre fuite, le mensonge que nous avions entretenu pendant tant d'années. Et moi, sur le point d'obtenir mon diplôme, fiancée à un médecin respecté, comment ma réputation résisterait-elle si tout venait à être dévoilé ? Ce soir-là, je racontai tout à Charles. Il écouta en silence, tenant mes mains qui ne cessaient de trembler. Lorsque j'eus terminé, je m'attendais à de la peur, à de l'hésitation, peut-être même à ce qu'il décide de s'éloigner face à un secret aussi sombre. « Nous allons nous en sortir », dit-il d'un calme qui me surprit. « Je ne laisserai jamais personne te faire du mal, ni à toi ni à ta mère. Plus jamais. » Le lendemain matin, il amena un ami avocat pour discuter avec nous. Maître Paul ne voulut pas connaître les détails. Il expliqua que moins il en saurait, mieux il pourrait nous protéger. Il posa simplement l'essentiel. Y a-t-il eu abus ? Y a-t-il eu menace de mort ? La réaction a-t-elle été proportionnelle à la menace ? Après avoir écouté nos réponses, il conclut : si votre grand-père apparaît avec des accusations, nous avons une défense solide. Légitime défense de l'honneur et de la vie. Le problème serait de justifier pourquoi vous n'avez pas contacté la police à l'époque. À cette époque, dans ce village, la police n'était pas une option pour une femme pauvre, répondit ma mère, la voix empreinte d'amertume. Ils auraient dit que c'était de sa faute, qu'elle l'avait provoqué, qu'elle le méritait. L'avocat hocha la tête, comprenant. Espérons que ce ne soit qu'un délire d'un vieil homme malade et qu'il ne se manifeste jamais. Mais s'il apparaît, appelez-moi immédiatement. Les semaines qui suivirent furent chargées de tensions constantes. Chaque coup à la porte, chaque visage inconnu dans la rue nous mettait en alerte. Ma mère dormait à peine, sursautant au moindre bruit.
Je recommençais à revivre mes anciens cauchemars, me réveillant en sueur au milieu de la nuit, replongeant dans la terreur de cette nuit de pluie. Charles fut mon pilier durant cette période. Il venait souvent dormir à la maison, toujours dans la chambre d'amis, respectant les convenances de l'époque. Sa présence offrait un sentiment de sécurité, la certitude que nous n'étions plus seuls. 2 mois passèrent sans nouvelles. Nous commencions à respirer, à croire que tout n'était peut-être qu'une frayeur. Jusqu'à ce qu'un après-midi d'avril, en rentrant de la faculté, je trouve un vieil homme arrêté au portail de notre maison. Maigre, appuyé sur une canne, le côté droit du visage affaissé par une paralysie évidente. Pendant 1 seconde, je ne le reconnus pas. Le temps et la maladie avaient métamorphosé ce géant qui hantait mes cauchemars. « Marie », dit-il, la voix pâteuse et difficile à comprendre. « Ma petite fille. » Je me figeai sur place. Le monde sembla suspendre sa rotation. Il était là, le monstre de mes cauchemars, l'ombre qui avait assombri mon enfance, l'homme qui avait détruit mon innocence. Mais maintenant, il n'était plus qu'un vieil homme malade, presque inoffensif. « Et, que veux-tu » réussis-je à demander, la voix moins tremblante que je ne l'avais imaginée. « Parler, juste parler. » Je ne sais pas d'où me vint le courage, mais j'ouvris le portail et les laissai entrer. Peut-être était-ce la sécurité de mon territoire, ma maison, adulte et non plus cet enfant sans défense, ou peut-être simplement le besoin de clore ce chapitre une fois pour toutes. Nous nous assîmes sur la véranda, moi sur une chaise, lui sur le banc en bois. Je gardai mes distances, les yeux fixés sur lui, prête à fuir si nécessaire. Il semblait toutefois incapable de se lever sans l'aide de sa canne. « Je croyais que tu étais mort dans la rivière, » dis-je finalement, rompant le silence pesant. « J'ai failli mourir, » répondit-il, la main valide caressant la canne. « J'ai perdu beaucoup cette nuit-là. La mémoire, la force, tout. Que es-tu venu faire ici? Menacer, dénoncer? Parce que si c'est le cas, tu peux repartir. Nous n'avons pas peur de toi. » Il secoua lentement la tête, fatigué. « Je suis venu demander pardon. » Ces 3 mots m'ont laissé complètement déstabilisé. De toutes les choses que j'avais pu imaginer qu'il dirait, celle-là ne m'était jamais venue à l'esprit. « Pardon » répétai-je, incrédule. « Tu crois qu'un simple pardon peut effacer ce que tu as subi, ce que tu as essayé de me faire, l'enfer que tu as infligé à ma mère et à ma grand-mère? » « Non » répondit-il, les yeux rivés au sol, « rien n'efface. »« Je le sais. »« Alors, pourquoi es-tu venu ? » ?»« Parce que je meurs, » murmura-t-il, la voix cassée, un sourire douloureux aux lèvres. « Cancer du poumon. Les médecins disent que je n'ai que quelques mois, je ne pouvais pas partir sans dire, sans demander. » Je restais silencieuse, observant cet homme brisé devant moi. La colère que je pensais ressentir ne s'est jamais manifestée. À sa place, un curieux mélange de pitié et d'indifférence. Il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Ce n'était plus qu'un vieil homme malade, accablé de remords tardifs. « Je ne peux pas te pardonner, » dis-je finalement. « Je n'en ai pas le droit. Le pardon devrait venir de la petite fille que j'étais cette nuit-là, et elle n'existe plus. Tu l'as tuée. » Il acquiesça lentement. « Je comprends ce que j'ai fait. Il n'y a pas de mots, pas d'excuses, pas de pardon. Je sais que tu es venu apaiser ta conscience avant de mourir. Je suis désolé. Je ne peux pas te donner cette paix. » Pour la première fois, il leva les yeux vers moi. « Je ne mérite pas la paix. Je suis juste venu pour que tu saches que je reconnais le monstre que j'ai été. » Nous sommes restés immobiles, dans un silence qui semblait interminable. Le soleil déclinait à l'horizon, teignant la véranda d'orangers profonds. De l'intérieur de la maison, l'odeur du dîner que préparait ma mère flottait doucement, inconsciente de cette visite. « Ma mère ne peut pas te voir ici, » dis-je enfin. « Ce serait trop pour elle. »« Je ne suis pas venu pour elle, juste pour toi, » répondit-il. Il fit un effort pour se lever, s'appuyant lourdement sur sa canne. « Je ne veux plus déranger. Je voulais seulement que tu saches que je n'ai jamais accusé personne. Quand on me demandait ce qui s'était passé, je répondais toujours que j'étais tombée dans la rivière, ivre, ma faute. Je ne répliquais pas. Je l'accompagnai jusqu'au portail, gardant mes distances, comme on escorte quelqu'un à la sortie de chez soi. Avant de disparaître, il se retourna une dernière fois. « Tu ressembles à ta grand-mère, » murmura-t-il presque, la voix tremblante. « Elle a toujours été plus forte que moi. » Puis il s'éloigna, traînant la canne, une silhouette pathétique qui ne ressemblait plus au monstre de mes cauchemars. Je le regardai jusqu'à ce qu'il tourne au coin de la rue et disparaisse,
submergée par un flot d'émotions contradictoires. Je ne racontais rien à ma mère. Elle avait déjà trop souffert et n'avait pas besoin que ce fantôme refasse surface. Je confiai seulement la visite à Charles, qui me serra contre lui en silence alors que je pleurais. Pas de douleur, pas de peur, mais un immense soulagement. Un cycle se terminait. Une ancienne blessure qui, même si elle ne cicatriserait jamais totalement, cessait enfin de saigner. 3 mois plus tard, nous accueillîmes la nouvelle. Mon grand-père est mort seul dans un hôpital de charité à Reims. Sans famille autour de lui, sans personne pour tenir sa main dans ses derniers instants. J'ai ressenti une étrange forme de compassion pour cet homme qui, à la fin, récoltait exactement ce qu'il avait semé, solitude, abandon, mépris. Que Dieu ait pitié de son âme, murmura ma mère en prenant acte de sa mort. Pour ma part, je n'y parvins pas. La vie reprit son cours. En juin 1982, à 30 ans, j'obtins enfin mon diplôme d'infirmière. Ce jour-là fut un moment de fierté immense. Moi, fille de cuisinière, petite fille d'ouvrier agricole, je devenais infirmière diplômée. Ma mère pleura silencieusement tout au long de la cérémonie, serrant fermement la main de Charles, qu'elle considérait déjà comme son fils. Nous nous mariâmes en décembre de la même année, lors d'une cérémonie simple à l'église Saint-Pierre de Montmartre. Moi qui avais cru ne jamais pouvoir faire confiance à un homme, je franchissais désormais un pas qui, des années auparavant, aurait paru impossible. L'intimité du mariage apporta son lot de défis, compréhensibles uniquement par quelqu'un ayant traversé un traumatisme comme le mien. Mais Charles, avec sa patience infinie et son respect constant, ne me pressa jamais et ne me fit jamais me sentir coupable de mes difficultés. En 1984, nous fûmes bénis par la naissance de notre fille Antoinette, baptisée en hommage à ma grand-mère qui avait trouvé la force de se lever cette nuit-là pour me protéger malgré sa maladie. Puis, en 1986, notre fils Pierre vint compléter notre famille. Je continuais à travailler à l'hôpital, mais avec un engagement particulier pour un projet que j'avais contribué à créer, un centre d'accueil pour femmes et enfants victimes de violences sexuelles. À l'époque, c'était un travail pionnier, dans un contexte où l'on parlait peu de ces sujets et où la culpabilité retombait encore sur les victimes. Mon expérience personnelle, longtemps une plaie ouverte, devenait maintenant un outil pour guérir d'autres blessures. Ma mère vécut avec nous jusqu'à la fin, participant à l'éducation des petits, profitant enfin de la sérénité et de la sécurité qu'elle avait toujours méritée. Elle nous quitta paisiblement à 62 ans, victime d'un AVC fulminant. Jusqu'à son dernier souffle, elle conserva cette force silencieuse et cette dignité que rien, pas même les pires épreuves, n'avait pu lui ôter. Les années passèrent. Les enfants grandirent et suivirent leur propre chemin. Antoinette devint médecin comme son père. Pierre choisit le droit, spécialisé dans la défense des femmes victimes de violences. Tous deux connaissaient mon histoire. J'avais décidé qu'il n'y aurait aucun secret dans cette nouvelle génération. Ils comprendraient, dès leur plus jeune âge, l'importance du respect, du consentement et de la dignité. Charles et moi vieillîmes ensemble, voyant naître des petits-enfants et construisant une vie riche, malgré les cicatrices du passé, remplie d'amour et d'accomplissement. Il prit sa retraite en 2005 après des années dédiées à la pédiatrie. Je continuai encore quelques années avant que la fatigue et l'âge ne me poussent à arrêter. Et maintenant, à mon tour, à An, ce destin qui m'a tant fait voyager me présente son ultime défi, un cancer du pancréas qui m'emportera dans quelques mois. C'est étrange que le même mal qui a emporté mon grand-père revienne frapper à ma porte, comme si nos vies étaient liées par un fil que ni les années ni la distance n'ont pu rompre. Mais moi, je ne pars pas seule. Autour de moi, il y a ma famille, l'amour constant de mon mari, mes enfants, mes petits-enfants. Je peux regarder derrière moi avec une tranquillité d'esprit, sachant que malgré toutes les blessures, je n'ai pas laissé la douleur me définir. J'ai choisi de transformer ce traumatisme en force, en outil pour aider ceux qui traversent encore l'obscurité que j'ai connue. Si je raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est ni pour susciter la pitié, ni pour recevoir des louanges pour une force dont je ne connais pas vraiment l'origine. Je le fais parce que quelque part, peut-être en ce moment, il y a des filles et des femmes qui vivent le même enfer que j'ai traversé. Elles souffrent en silence, croyant qu'il n'existe aucune échappatoire, qu'elles ne méritent pas mieux, qu'elles sont responsables de leur malheur. À vous, je veux dire que le chemin de la guérison existe. Il y a une renaissance possible, même si la guérison n'est jamais totale, elle suffit pour reconstruire une vie digne, heureuse, pleine. Ce n'est pas simple, ce n'est pas rapide, ce n'est pas magique. C'est un chemin fait de jours, de mois, parfois d'années,
parfois d'une vie entière. Mais c'est faisable. Je suis la preuve vivante que l'on peut s'épanouir même sur un terrain couvert d'épines. Alors que je me prépare à quitter ce monde, je pars avec la certitude que j'ai réussi à transformer le poison en remède. La petite fille effrayée du village de Souvigne, l'adolescente arrivée à Paris avec pour seul bagage ses vêtements et des cicatrices invisibles, est devenue une femme, une mère, une professionnelle. Une personne qui, je l'ose dire, a fait une différence dans le monde. Si mon histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Mémoire de grand-mère. Chaque nouvel abonnement est un encouragement pour que d'autres femmes trouvent le courage de raconter leur histoire, de briser le silence qui protège les agresseurs et fait porter la culpabilité aux victimes. Mon temps ici s'achève, et je vous adresse mes adieux avec le sentiment d'une mission accomplie. Les blessures que le temps n'a pas pu effacer complètement ont servi à quelque chose de plus grand, montrer qu'il est possible de s'épanouir même parmi les épines. Que le pire des abus, la violence la plus cruelle, la trahison la plus profonde ne définit pas qui nous sommes, sauf si nous le permettons. Non.